Francis Goumedjoué. Je suis Francis Goumedjoué, chargé de communication et des relations publiques de la FOAPS, la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Euh, Notre formateur du jour sera le secrétaire permanent de l'institution, Monsieur Kofi Alain Koumoudi. Avant donc de lui laisser la parole, je voudrais juste annoncer que nous allons mettre dans quelques instants dans le chat les informations qu'il vous faudra nous fournir pour constituer la liste de présence en votre nom. Ce sera donc notamment votre nom et votre prénom, votre genre, homme ou femme, votre âge. Veuillez simplement nous dire si vous êtes moins 40 ou plus 40 ans, votre pays, votre institution et votre fonction, si c'est applicable, votre contact WhatsApp et votre email. Ces informations seront mises dans le chat. Également dans le chat, tout au long de la formation, dès que vous viendra à l'esprit une question ou une contribution que vous voudrez faire, nous vous prions de bien vouloir le marquer dans le chat qui donc est libre de participation. Vous pouvez mettre dans le chat tout au long de la formation les questions que vous avez, les contributions que vous voudrez faire et vers la fin de la session, nous aurons un moment à consacrer à toutes ces interventions que vous aurez faites dans le chat. Merci, messieurs, dames. Avec votre permission, je vais laisser la parole à notre formateur du jour, Monsieur Koumoji Kofi. Merci Francis. Bonsoir tout le monde. Je voulais m'assurer que vous me recevez bien. Donc, si vous me recevez, montrez-moi un pouce pour que je puisse m'assurer que je suis bien reçu. Merci Francis. OK, j'espère qu'il en est de même pour les autres. OK, donc ce soir, comme l'a dit Francis, nous allons parler du pouvoir de l'état d'esprit. Pour ceux qui ont participé la semaine dernière à la séance de lancement, nous avions annoncé que ce programme est composé d'une dizaine de modules et, et qu'au début, il y a un lancement, à la fin, il y a une séance de clôture, mais également qu'avant de démarrer le premier module, il y aura donc cette séance inaugurale sur le pouvoir de l'état d'esprit. Pourquoi avons-nous pensé à faire cela? Vous verrez tout au long de cette séance qu'il s'agit véritablement d'une question qui pourrait conditionner votre succès ou votre moindre succès dans la démarche que vous avez choisi d'entreprendre, c'est-à-dire de suivre une série de webinaires sur le développement organisationnel. Votre état d'esprit pourrait conditionner cette réussite-là. Et c'est pour ça que nous avons choisi de démarrer nos discussions avec. Alors, pour faire cela, je voudrais vous proposer cette déclaration qui dit que difficile dure un jour, impossible dure une semaine. Ou bien on pourrait dire encore difficile prend un jour et impossible prend une semaine. Nous vous demandons de réfléchir à cette déclaration, de faire une petite introspection sur cette déclaration. Et si vous voulez bien, de partager un commentaire dans la boîte de discussion, dans le chat. Peut-être qu'à un moment donné, Francis nous aidera à voir ce qui a été affiché dans le chat par rapport à cette déclaration et s'il le faut, nous pourrions en discuter. Mais nous allons poursuivre pour nous mettre d'accord sur ce que nous voulons entendre par état d'esprit. Nous avons, lors de nos recherches pour préparer cette séance, nous avons croisé un certain nombre de définitions de ce qu'on peut entendre par état d'esprit. Et nous avons retenu celle-ci qui est de Carol Dweck, psychologue de l'Université de Stanford et auteur d'un livre qui est donc intitulé Mindset, The Psychology of Success, ou bien on dira en français l'état d'esprit, la nouvelle psychologie du succès. Cette définition nous a paru la plus pertinente par rapport à ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Mais bien évidemment, il y en a d'autres. Donc, Carol Dweck dit que l'état d'esprit est un ensemble
de fortes croyances, fermement ancrées, qui façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde autour de nous. Autrement dit, on voit donc dans cette définition il s'agit d'un ensemble d'éléments qui sont fortement, profondément ancrés en nous et qui conditionnent, façonnent, orientent, motivent la perception que nous avons de nous-mêmes, mais également des autres et plus largement du monde qui nous entoure. Euh, L'état d'esprit peut être un cadre de travail et de vie. Ça peut avoir de l'influence ou de l'impact sur le cadre de travail ou le cadre de vie de façon plus générale. C'est une lunette à travers laquelle nous voyons les opportunités et notre habilité à faire face aux défis. Donc là, vous voyez que on nous parle d'opportunités, mais on nous parle aussi de faire face aux défis. Ce qui veut dire que dans toute situation à laquelle nous faisons face, chacun de nous a une manière de voir, c'est pour ça qu'on a parlé de lunettes, a une façon de voir la situation qu'il vit ou qu'elle vit, soit en termes d'opportunités, soit en termes de défis auxquels il ou elle doit faire face. L'état d'esprit joue donc un rôle significatif dans notre relation avec le succès et l'échec. Vous nous demanderez pourquoi parler de l'état d'esprit dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités sur le développement organisationnel. Et pour répondre à cette question, je vais en poser une autre. Qui est le vrai vous? Qui est le vrai vous, le véritable vous? Et nous répondons en disant que vous n'êtes pas votre cerveau. Vous n'êtes pas dans votre cerveau non plus. Mais il y a un autre vous qui est hors de votre cerveau, hors de votre corps physique. C'est ce que nous pourrions appeler l'esprit divin en vous. C'est cet esprit divin en vous qui, à notre avis, est le vrai vous. Certaines personnes, pour des raisons de confession, de non-croyance en Dieu, diront que c'est l'énergie primordiale qui est en vous, qui représente le vrai vous. Autrement dit, les spiritualistes vous diront que vous n'êtes pas un corps humain, mais vous êtes un esprit divin qui habite dans votre corps d'homme, dans votre corps humain. Donc, le vrai vous auquel nous nous référons, c'est cet esprit divin-là, c'est cette énergie primordiale-là qui est en vous et qui vous anime. Cet autre vous est connecté avec l'univers. Quand il interagit avec l'univers et il co-crée vos réalisations en tant qu'être humain. Voilà, donc, comme je le disais avant, vous n'êtes pas véritablement le corps physique. Il y a un autre vous qui est l'esprit divin qui habite ce corps. Donc, le corps n'est qu'un véhicule. Et donc, c'est cet esprit divin-là qui est en connexion avec l'univers, qui interagit avec l'univers et qui crée, qui co-crée avec l'univers tout ce que vous réalisez en tant qu'être humain. Donc, même si parfois nous avons cette fierté de dire j'ai fait, il faut qu'on s'entende à un moment donné sur ce qui est ce j'ai-là. Est-ce que c'est le j'ai, moi, en tant que Kofi, en tant qu'être humain physique qui peut me déplacer d'un point à un autre, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et nous sommes en train de dire ici qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est cela qui va effectivement créer, conditionner ce que nous voulons entendre par état d'esprit. Notre définition du vrai vous
n'est pas une définition philosophique, euh, mais c'est une définition qui est basée sur deux enseignements. Il y a plusieurs enseignements qui motivent cette conviction que j'ai de vous parler ainsi, mais nous allons en prendre deux pour les besoins de la cause. D'abord, nous allons nous intéresser au rapport d'expérience de mort imminente, EMI. Euh, Peut-être qu'il y a 20, 30 ans, lorsque nous discutions avec nos amis et que la question de mort et de l'après-mort, qu'est-ce qui se passe après la mort, euh, chacun y va de sa logique, de ses croyances, etc. Et il peut arriver qu'à un moment donné, quelqu'un vous dise, mais attendez, tout ce que vous racontez là, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux parce que personne n'est jamais allé dans cet au-delà et est revenu ici dans cette vie pour pouvoir nous en parler et nous dire comment ça se passe là-bas. Donc ça, c'est il y a 20, 30 ans. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des gens qui sont allés et qui sont revenus et qui peuvent donc partager avec nous ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont expérimenté. Plusieurs personnes sujettes à une expérience de mort imminente rapportent donc ce qu'elles ont vécu. Et ça, c'est à plusieurs reprises et en différents endroits de la planète. D'accord? Avant, lorsque vous faites une crise cardiaque, euh, si une réponse n'est pas apportée dans les, je ne suis pas médecin, on va dire si dans les 3 minutes, aucune réponse n'est apportée, il y a de fortes chances que vous y passiez. Excusez-moi 1 minute. J'ai... Allô? Bonsoir, je suis en réunion. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un texte? Merci beaucoup. Donc, je disais que avant, la médecine avait déterminé la mort de quelqu'un par ce qu'ils ont appelé la mort cérébrale. Si le cerveau arrête de fonctionner pendant quelques secondes, 30 secondes, on ne peut plus vous réanimer. Enfin, peut-être que ce n'est pas 30 secondes, je ne suis pas médecin encore une fois. Mais aujourd'hui, on a des situations, des gens qui ont atteint ce niveau-là, où le cerveau a arrêté de fonctionner, mais que par la magie de la science, par les techniques modernes qu'on a aujourd'hui, on peut les ramener à la vie, on peut les réanimer. La réanimation fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Ce qui fait que des gens qui, par le passé, ayant franchi ce seuil-là, n'ont pas pu revenir, aujourd'hui, des gens ont franchi ce seuil et sont revenus. Et la bonne nouvelle, c'est que, ayant franchi ce seuil-là, quand ils reviennent, ils ont la souvenance d'un certain nombre d'expériences qu'ils ont vécues et qu'ils peuvent donc partager avec les leurs. Ces rapports confirment donc qu'il y a une convergence du fait que notre être intérieur n'est pas logé dans notre cerveau, mais quelque part. Oui, puisque nous disons que médicalement parlant, la mort cérébrale constitue en fait l'arrêt de la vie. Et lorsque vous avez fait une crise, qu'on vous amène dans un hôpital, en soins intensifs et qu'on est entré ou en urgence et qu'on s'occupe de vous, à un moment donné, les équipements permettent de savoir que le cerveau est à l'arrêt. D'accord? Mais malgré que le cerveau est à l'arrêt, médicalement parlant, les gens continuent de vivre, on va dire. Et donc, c'est ça qui permet de savoir que cet autre vous-là n'est pas dans le cerveau. Cet être intérieur qui pourrait être appelé âme est réel et a été scientifiquement prouvé comme pesant 21 grammes. Pour ceux qui aiment les recherches, je vous donne les références. Le docteur Duncan McDougall, en 1907, a fait une expérience très, très intéressante puisqu'ils ont pris plusieurs patients en fin de vie et avec des balances de précision, on a pris les poids de ces personnes en fin de vie
Mais aussitôt que la mort est constatée, on a repris le poids de ces personnes-là et on a observé que approximativement, ce corps avait perdu 21 grammes de son poids. Ce qui montre bien que quelque chose est sorti de ce corps physique-là. Et ce quelque chose, c'est ça que nous appelons l'âme, c'est ça que nous appelons énergie primordiale, c'est ça que nous avons appelé l'autre vous. Cet être intérieur est actif tout le temps. Il est présent partout, mais il reste déconnecté avec notre conscience dans les circonstances normales. Ça veut dire que cet être intérieur fait beaucoup de choses. Là, je suis avec vous, même si c'est en ligne. Nous sommes en train de communiquer. Et pendant ce temps, cet être intérieur, aussi bien chez moi que chez vous, est en train de faire un certain nombre de choses dont nous ne sommes pas conscients. OK? Donc, c'est très important de partir de de ce premier enseignement-là que nous pouvons aujourd'hui avoir, auquel nous pouvons accéder. Ceux qui font la méditation, ceux qui font beaucoup de méditation, peuvent reconnecter cet être intérieur-là avec leur euh, conscience, avec leur subconscient, j'ai envie de dire. Non, non, c'est le subconscient, avec leur conscience. D'accord? Donc, peut-être que dans la salle, parmi nous, il y a des gens qui font du yoga, qui font de la méditation, et donc peut-être qu'ils peuvent partager avec nous cette conviction-là. Nous allons passer maintenant au deuxième enseignement qui fonde nos convictions de cet être intérieur-là, de sa présence et de ses interactions avec nous. Ce deuxième enseignement, ce sont les enseignements de Greg Braden. Greg Braden est un écrivain américain bien connu pour ses publications qui établissent des liens entre la science et la spiritualité. C'est Greg Braden, c'est peut-être 20 ans de travail sur cette thématique-là. Et il a publié beaucoup de livres, il fait beaucoup de conférences également. Si vous cherchez ce nom avec les moteurs de recherche, vous tomberez sur ses vidéos, sur ses conférences, etc., etc. C'est très, très intéressant. Parmi les livres qu'il a écrits, il y en a un particulièrement qui aborde cette question-là et qui a pour titre La divine matrice, relier le temps, l'espace, miracles et croyances. Ce livre a été édité le 1er décembre 2006. Greg Braden défend le fait que l'univers est connecté par l'espace, le vide. En effet, lorsque vous visualisez l'espace, vous pensez que entre deux choses, il y a du vide. Par exemple, si je monte mes deux mains comme ça, on peut penser qu'il y a du vide. Si vous êtes assis dans un salon avec quelqu'un, vous pouvez penser qu'il y a un vide entre vous et cette personne. Mais Greg Braden a démontré que cet espace-là que nous croyons vide, en fait, est un espace rempli, est un espace qui est connecté. Euh, vous êtes à distance, mais vous êtes connecté avec cette autre personne à distance. Et tout ce que je vous dis là, ça a été fait sur la base d'expériences scientifiques. Euh, Récemment, j'étais avec mon collègue Théophile. On était à Lomé et il me parlait d'un ami qui a quelques problèmes d'ordre juridique et je voulais lui conseiller un avocat. Et j'ai pensé à un avocat que je n'ai pas revu depuis plus de 20 ans. Mais je sais qu'il est très bon et je voulais le lui conseiller. Et je lui dis, est-ce que tu connais telle personne? C'est un avocat. Il me dit, il est mort hier ou ce matin, je ne sais pas. Alors, quand ça peut paraître bizarre, pourquoi c'est son nom qui m'est venu en ce moment-là, alors que depuis 20 ans, je ne sais même pas ce qu'il est devenu, je ne sais même pas où est-ce qu'il est, mais c'est son nom qui m'est venu. Et c'est là où certains d'entre nous, nous commençons à croire qu'effectivement, l'âme de cette personne-là, depuis qu'elle est décédée, est en connexion et donc peut-être que j'ai eu cette connexion-là, pas moi en tant que Kofi, mais peut-être
cet autre être dont nous parlons a eu cette connexion, a interagi avec cette âme-là et peut-être m'a donné l'information dans mon subconscient sans que je ne m'en rende compte. Mais il y a des expériences plus scientifiques dans lesquelles on a été capable, enfin Greg Braden et son équipe ont été capables de sectionner certaines cellules numériques, je n'ai pas les bons termes, les électrons, et ces électrons-là étant transportés à une distance donnée qui fait des kilomètres, on s'est rendu compte que lorsque on injecte une certaine dose d'électricité à une partie de l'électron qui est restée au point A, l'autre partie qui est au point B réagit également. Et ça, c'est plusieurs expériences de ce type-là ont été menées et montrent donc que l'espace n'est pas aussi vide que nous le pensons. Cet espace-là est connecté. Greg Braden explique également que nos émotions affectent notre ADN. Ça veut donc dire que si nous avons l'habitude d'avoir une émotion, on va dire positive, la joie, la paix intérieure, l'amour, et nous sommes tout le temps souriants, etc., ça a un effet sur notre ADN. Si nous sommes à l'opposé, tout le temps fâchés, tout le temps en colère, tout le temps frustrés, tout le temps en train d'accuser les autres et la nature, le sort, etc., etc., cela peut affecter également notre ADN. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les gens qui sont colériques sont plus souvent malades que les gens qui sont de bons vivants, qui ont des pensées positives, une situation mentale positive, etc. Ainsi donc, notre situation mentale peut créer notre potentiel de réussite ou d'échec, que Ça ce va. soit au travail ou dans la vie en général. Pardon. Si donc l'état d'esprit est un ensemble de fortes croyances, alors nous devons avoir la capacité de changer ces croyances-là et de transformer notre perception de nous-mêmes. Donc ça, c'est l'affirmation que nous voulons faire après avoir parcouru les deux enseignements sur lesquels nous fondons nos convictions. Et ça va me permettre maintenant de vous dire quels sont les objectifs de cette séance. Donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est pour, disons, planter le décor. C'est pour contextualiser ce dont nous allons parler au cours de cette séance. Ces séances visent donc à offrir une opportunité, à nous offrir une opportunité de revisiter notre perception de qui nous sommes, de nous conduire dans un voyage pour questionner nos vieilles habitudes d'utilisation de notre potentiel. Et deuxièmement, pour créer une attitude constructive et prendre le contrôle de notre travail et de notre vie. Et troisième objectif de ces séances, c'est qu'elles visent à développer notre capacité d'auto-influence. Pourquoi est-il important de développer notre capacité d'auto-influence? Excusez-moi. Vous savez, dans la vie que nous avons menée jusqu'aujourd'hui, depuis notre naissance, nous sommes influencés par beaucoup de choses. Nos parents, nos frères et sœurs, nos parents, d'accord? Notre voisinage, la famille, le pays dans lequel nous vivons nous influence, etc., etc. Ce qui fait que nous avons créé un certain nombre de convictions. Je prends un exemple. Si vous êtes dans un pays du tiers-monde, nous sommes tous de l'Afrique de l'Ouest, où il y a un risque élevé de banditisme, de vol, etc., vous pouvez développer un certain nombre de convictions et donc d'attitudes. Si vous vous retrouvez, je prends un pays comme la Suisse ou la Finlande, si vous vous retrouvez dans tel pays, dans de tels pays, vous allez avoir
La surprise, ou alors c'est quand vous allez vous construire votre maison, vous allez avoir ce besoin-là de mettre une clôture de 3 mètres, 4 mètres, alors que vous serez surpris de voir que tous vos voisins ont à peine une petite barrière, une haie vive qui ne fait même pas 50 centimètres de haut. Donc, c'est une influence qui vient de notre pays, de nos pays. Si vous êtes un enfant à qui on a dit tout le temps, toi, tu es trop bête, vraiment, on ne peut rien obtenir de toi. Vous allez finir par développer en vous cette conviction-là que vous êtes bête. Donc, c'est une influence de l'extérieur. Dans votre travail, si votre superviseur ne vous valorise pas, il peut arriver à un moment donné que vous-même, vous ne vous valorisiez pas. OK? Donc, nous avons beaucoup de facteurs externes qui nous influencent. Mais au cours de cette séance, nous espérons que nous allons également prendre les résolutions de créer nous-mêmes une auto-influence, de nous influencer nous-mêmes de manière délibérée. Parce que la plupart des influences extérieures, nous n'en sommes même pas conscients. Mais là, il va s'agir pour nous de créer les conditions d'une auto-influence, donc de nous influencer de manière délibérée. Alors, deux pistes que nous allons utiliser pour approfondir le sujet, c'est se déplacer d'un état d'esprit statique vers un état d'esprit croissant. Donc, nous allons devoir travailler sur cet aspect-là. Comment mouvoir d'un état d'esprit statique vers un état d'esprit croissant, un état d'esprit progressiste, un état d'esprit évolutif. Deuxième piste, réévaluer notre relation avec le succès et l'échec. OK? Donc, ce sont les deux pistes que nous vous proposons. Avant de les aborder, je voudrais voir avec Francis s'il y a besoin de donner une information complémentaire à nos collègues. Alors, merci, Monsieur Kofi, pour ce savoir dispensé. Nous rappelons que la liste de présence est importante Oui, à remplir. Nous allons remettre les informations qu'il faut fournir et nous remercions ceux qui ont déjà rempli. Nous rappelons également que vous pouvez, dans vos différents groupes et dans vos différents réseaux, rappeler aux participants que vous connaissez, qui se sont inscrits, que la session est en cours et qu'ils peuvent nous rejoindre. Nous rappelons également que les différentes questions et les contributions que vous avez sont d'ores et déjà reçues dans le chat et que nous aurons quelques minutes à la fin pour y revenir. Nous avons par exemple Monsieur Youssouf Niang qui avait répondu en donnant son avis sur difficile dure un jour, impossible dure toujours. Nous y reviendrons. Encore une fois, toutes vos réactions, questions et contributions, nous les recevons dans le chat et nous y reviendrons à la fin de la session. Merci à tous. Nous pouvons continuer. OK, merci Francis. Donc, comme je l'ai dit, nous allons explorer deux pistes. L'une, c'est se déplacer d'un état d'esprit statique vers un état d'esprit croissant. Et l'autre, c'est réévaluer notre relation avec le succès et l'échec. Prenons le premier. Alors, par rapport à ça, nous allons prendre un exercice. À quoi ressemble votre état d'esprit en ce moment précis? Nous avons là 7 déclarations et devant chaque déclaration, la première colonne, la colonne de gauche, on va dire, donne une réponse et la colonne de droite donne également une réponse. Donc, ce que je vais vous demander, si vous avez un bout de papier et un écritoire à côté, c'est de prendre ce bout de papier, de tracer une ligne verticale pour avoir donc une colonne à gauche, une colonne à droite. Et pour chaque déclaration, cocher à gauche ou à droite selon comment vous vous sentez, comment vous vous percevez. Alors, je prends donc la première déclaration qui dit, je vois les revers comme un échec.
Ou alors, je vois les revers comme une opportunité. Quand vous avez un revers dans la vie, est-ce que vous considérez que c'est un échec ou bien est-ce que vous considérez que c'est une opportunité? Deuxièmement, les critiques sont blessantes. Les critiques sont constructives. Donc, où est-ce que vous vous situez? Troisièmement, devant un obstacle, je démissionne. Et l'autre dit, devant un obstacle, je fonce. Quatrièmement, je vois le succès des autres comme une menace à mes objectifs. Et l'autre dit, comme un atout pour mes objectifs. 5. Pour moi, les défis sont inquiétants. Pour moi, les défis sont excitants. 6. Dans les moments de transformation, j'attends et je vois venir. Dans les moments de transformation, je suis content d'apprendre. Et 7. Dans mon travail, je crois au progrès désordonné. Ou bien dans mon travail, je crois au perfectionnisme. Donc voilà, nous avons passé les 7 déclarations. Je suppose que chacun a coché à gauche ou à droite. Et ce que nous vous demandons maintenant, commentaire, avez-vous un maximum à gauche ou à droite? Alors, si dans cet exercice rapide-là, vous avez plus de croix à droite, on peut dire que vous êtes probablement dans un état d'esprit croissant, évolutif, progressiste. Si par contre vous avez un maximum à gauche, ça pourrait vouloir dire que vous êtes plutôt dans un état d'esprit statique, stagnant. OK? Donc maintenant, si vous n'avez pas, même si vous avez un maximum dans un côté, mais que vous avez coché une fois ou deux de l'autre, c'est important aussi de vous poser les questions pourquoi vous avez quand même coché de ce côté-là. Si vous avez des commentaires, vous pouvez noter peut-être dans la boîte de discussion. On pourra y revenir euh, tout à l'heure. Se déplacer d'un état d'esprit statique vers un état d'esprit croissant. Alors là, nous allons prendre un exemple. Si vous croyez que rien de ce que vous ferez ne changera, aïe, il y a un pas qui manque, ne changera pas le statu quo, vous avez probablement un état d'esprit statique. Si vous croyez que rien de ce que vous ferez ne changera pas le statu quo, alors vous avez probablement un état d'esprit statique. Mais si vous croyez que vous pouvez améliorer vos talents, votre intelligence et votre capacité en y mettant un effort et une persévérance adéquats, vous avez alors probablement un état d'esprit croissant. Donc, chacun peut se poser cette question de façon générale. Est-ce que je suis quelqu'un qui pense que malgré tous les efforts que je ferai, il n'y aura pas de changement? OK. Ou bien si vous êtes quelqu'un qui pense que non, peut-être que je n'ai pas un talent, je n'ai pas ceci ou cela, mais je peux faire l'effort et je peux apprendre. C'est les choses que nous voyons, par exemple, quelqu'un veut faire la musique. OK. Et puis vous allez quelque part où on va vous enseigner la musique, vous décidez de jouer à la guitare. Et puis pendant les premiers cours, vous vous rendez compte que tous vos camarades, ils comprennent vite, ils évoluent alors que vous n'évoluez pas aussi vite. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui va conclure que bon, c'est vraiment pas pour moi, je ne suis pas doué pour ça, c'est pas la peine que je me fatigue? Ou bien est-ce que vous allez dire, OK, peut-être qu'on n'a pas les mêmes talents au départ, mais avec un peu plus d'effort que eux, je pourrais également arriver à faire la musique comme je le souhaite. Donc, ce sont des petites choses auxquelles nous sommes confrontés dans la vie et auxquelles on ne prête pas attention, mais qui sont importantes dans le débat que nous sommes en train de mener en ce moment. Par conséquent, passer d'une mentalité statique à une mentalité de croissance consiste à changer votre perception de vous-même.
Très, très important. D'accord? Donc, c'est vraiment cet effort-là que nous vous demandons de changer votre perception de vous-même et de vous dire que la possibilité, les opportunités de croissance, les opportunités d'amélioration sont disponibles pour tout le monde. Nous allons approfondir cela un tout petit peu avec un exercice, un autre exercice auquel je vous convie. Prenez l'une des suggestions qui vient là et posez-vous la question, avez-vous un état d'esprit statique ou de croissance sur l'un des aspects de votre vie? Alors, on vous propose de mener cette réflexion par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport au développement de carrière, d'accord? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui, depuis qu'il ou elle a fini l'université, a fait une demande d'emploi et a trouvé du travail, a été convaincu que la vie est belle, la vie est finie, j'ai mon travail, j'ai un salaire, et puis voilà. Ou bien est-ce que vous êtes le genre de personne qui pense que oui, j'ai du travail, mais soit je peux faire développement de carrière, je peux chercher ailleurs, je peux chercher une promotion interne, etc. Quel est votre état d'esprit? Et vous verrez que malheureusement, cet état d'esprit-là, c'est ça qui va faire que certaines personnes, quand ils sortent du bureau, chaque soir, ils vont aller au bar pour boire de la bière avec leurs camarades, alors que d'autres vont aller peut-être prendre des cours supplémentaires pour maintenant avoir un diplôme supplémentaire. Ça paraît rien, mais c'est des petites choses. Quelle est votre croyance, ou bien en termes de croyance, disons, en termes de croyance, votre foi par rapport à la religion? Est-ce que vous êtes de nature à penser que, bon, je suis chrétien, je suis musulman, mes parents m'ont mis dans ça, donc c'est bon, la vie est belle? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui cherche? Oui, je suis croyant, mais je veux comprendre, je veux améliorer, on va dire, ma relation avec Dieu. Je ne veux pas me contenter de ce que le pasteur me dit, etc. Ce sont des questions qui paraissent anodines, mais sur lesquelles nous vous invitons à vous questionner et à revisiter vos certitudes. Par rapport au plan de vie également, par rapport à votre engagement social. Oui, est-ce que vous êtes d'une nature, bon, on va dire un peu égoïste? J'ai ma famille, j'ai mes enfants, ma femme, ou j'ai mon mari, mes enfants. Bon, c'est bon, je m'en occupe et puis j'ai pas envie de dire comme quelqu'un America First, mais je peux dire ma famille First. Ou bien est-ce que je pense au-delà de cette famille-là, je pense à d'autres qui peut-être ont des conditions un peu moins lumineuses que nous et vers qui je peux aller de différentes manières. Ce sont donc des sujets que je soumets à votre analyse et à votre questionnement. Sur les questions d'enseignement également, que je mets en lien avec la promotion des jeunes, est-ce que vous êtes de nature à penser que même si vous n'êtes pas le super doctorat avec 1000 doctorats, vous avez un savoir, vous avez une expérience de vie que vous pouvez partager avec les autres, que ce soit à travers l'enseignement, à travers le coaching, à travers le mentorat, etc., etc. Ce sont des questions que nous pouvons nous poser et c'est là où on va voir effectivement ceux qui sont enclins à aider les jeunes, à aider les personnes qui ont peut-être quelques nécessités. Et puis, on peut avoir ceux qui, à la limite, ne se préoccupent pas du tout de cela. Un autre élément sur lequel je voudrais vous inviter à réfléchir aussi, parce que quand je vois la plupart des gens qui participent à nos webinaires, je peux imaginer qu'on a une grande majorité de gens qui ont beaucoup d'expérience. Et la question qui nous est souvent posée, est-ce que vous avez déjà publié? Est-ce que vous avez déjà écrit? Sinon, est-ce que vous y pensez? Vous voyez? Donc, euh, penser à écrire est un défi auquel je vous invite parce que ça vous demande de faire, même si vous avez beaucoup d'expérience avant de décider d'écrire, vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à écrire un livre, ça vous demande de faire des recherches, ça vous demande peut-être même d'aller au-delà de certaines de vos certitudes. Et à la fin de l'ouvrage, vous allez voir que le premier bénéficiaire, au-delà des lecteurs, c'est vous-même. OK?
Donc, c'est quelque chose sur lequel je vous encourage également. Pensez-vous que vous êtes ou vous n'êtes pas fait pour ça, pour tout ce qu'on a dit là? Vous n'êtes pas fait pour écrire, par exemple. Pensez-vous que vous n'êtes pas fait pour? Donc, voilà quelques questions auxquelles je vous invite. Il nous faut donc réévaluer notre relation avec le succès et l'échec. Comment pouvons-nous faire ça? C'est quelque chose qui concerne notre attitude, nos croyances, nos actions, mais surtout nos paroles. C'est vrai qu'au début de cette séance, j'ai mis l'accent sur les émotions. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que les paroles que nous prononçons, surtout lorsque ces paroles sont prononcées avec justement une émotion qui est en alignement avec la parole prononcée, alors cette parole devient une énergie qui va dans l'univers comme une commande que nous passons et qui va se renforcer dans l'univers et qui nous revient avec les résultats que peut-être nous n'avons pas commandés consciemment, mais que nous avons commandés quand même. Donc, quelqu'un disait, vous êtes le commandeur de votre vie. C'est à travers nos paroles. Donc, nous devons faire attention à ces paroles-là et savoir que ça peut être délibéré ou non. D'accord? Euh, Lorsque vous dites, par exemple, ah, le pauvre, quelqu'un vous raconte une histoire de quelque chose qu'il ou elle a vécu et la langue française nous a donné cette expression-là pour dire, ah, le pauvre. Mais quand nous disons le pauvre, ce n'est pas qu'on pense que la personne est pauvre. Mais on veut dire simplement, oh là là, ça c'est un défi, oh là là, ça c'est un risque, oh là là, etc. Mais l'expression simple, c'est oh le pauvre. Et quand nous disons ça, avec cette conviction que cette personne est pauvre, entre guillemets, euh, nous créons une énergie qui peut aller et revenir, mais nous l'avons fait inconsciemment. C'est pour cela que quelque part, j'avais dit, nous devons faire de l'auto-influence. Ça veut dire que sachant que parfois, à travers des expressions toutes faites que nous utilisons, nous créons des énergies négatives pour nous. Nous devons prendre le temps parfois de, de faire de l'auto-suggestion, de l'auto-influence en choisissant délibérément des paroles positives et en y mettant les émotions nécessaires pour que ces paroles positives puissent effectivement véhiculer les énergies positives. Par exemple, nous allons parler de richesse maintenant. Pensez-vous que c'est super bien d'être très riche, que c'est super cool d'être riche, d'être très riche? Rêvez-vous de devenir milliardaire? Ou bien pensez-vous que non, vraiment, l'argent est la source de trop de problèmes? Ceux qui ont l'argent là, ils ne dorment pas. Même quand un cancrelat circule, quand une souris passe dans le couloir et fait tomber une assiette, ils vont se réveiller, ils ne vont plus dormir. Est-ce que vous pensez que l'argent est mauvais parce que ça ne fait pas dormir? Quelle est votre appréciation des gens riches? Lorsque dans la circulation, vous voyez quelqu'un qui s'arrête au feu rouge à côté de vous avec une grosse cylindrée, une belle voiture, est-ce que vous vous dites, voilà, c'est les eux, ça. C'est les gens qui sont dans la drogue. C'est les gens qui sont des gueulards, ils font la politique, et puis voilà. Est-ce que vous pensez comme ça ou bien est-ce que vous vous dites, voilà quelqu'un qui a travaillé dur et qui a gagné son argent et qui s'est offert cette voiture. Moi aussi, je peux travailler dur et m'offrir la même voiture. Quel est votre positionnement par rapport à ces choses très simples de la vie? Il semble qu'on ne peut pas être riche. Ça, c'est encore un autre paradigme. Il semble qu'on ne peut pas être riche si l'on n'ose pas vendre des biens non autorisés, les armes, la drogue dure, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des éléments que nous exposons devant vous pour vous demander tout simplement de revisiter votre état d'esprit par rapport à toutes ces questions-là. Je finirai avec cette question.
Pensez-vous que vous êtes un gagnant ou un perdant? Et pour répondre à cette question, souvenez-vous de cet événement de votre première course gagnante. Vous faisiez partie des 5000 spermatozoïdes libérés pour courir le grand marathon jusqu'à la jonction utéro-tubaire. Certains concurrents ont démissionné, certains sont morts. Mais vous étiez parmi les seuls 1000 spermatozoïdes à avoir atteint l'intérieur de la trompe de Fallope. Il y avait une ruée pour écraser les concurrents, n'est-ce pas? Mais vous étiez parmi les seuls 200 sur les 1000 à atteindre l'ovule. Y avait-il de la boxe? Y avait-il du karaté? Y avait-il du judo? Qui sais-je? Et en fin de compte, vous étiez le seul spermatozoïde. Peut-être vous étiez deux pour ceux qui sont euh, des jumeaux, des faux jumeaux. Mais vous étiez le seul spermatozoïde gagnant sur ce groupe de 200 à pénétrer et à féconder l'ovule. Donc, souvenez-vous, chers collègues, vous êtes conçu dès le départ comme un champion. Merci. Donc, s'il y a des questions ou des commentaires, Francis, nous allons pouvoir les prendre maintenant et en discuter ensemble. Pour ceux qui ont encore des questions, vous pouvez encore les écrire dans la boîte de conversation. Bien, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Nous rappelons que il est important pour les attestations de participation à générer plus tard et également pour les mises à jour que le calendrier de formation pourrait subir ultérieurement. Eh bien, il est important pour nous que les informations sur vous soient remplies dans la liste de présence et ces informations-là je m'en vais encore une fois les publier dans le chat pour que les amis qui nous joignent depuis un court moment puissent également remplir la liste de présence dans le groupe. Alors, si messieurs, dames, vous avez des questions, c'est le moment, s'il vous plaît, de vous manifester dans le chat et nous relayerons votre question ou vous donnerons la parole. Je voudrais donner la parole respectivement pour de courtes interventions à monsieur Youssou Niang et monsieur Youssou Niang et monsieur Kaniti Marcelin, qui donc se sont exprimés pour nous donner leur point de vue sur difficile prend un jour et impossible prend une semaine ou toujours. Et pendant qu'il s'exprime, Monsieur Kofi, je vous pose, Monsieur Youssou Niang et Monsieur Kaneti, si vous êtes en ligne, vous pouvez activer votre micro et partager avec nous votre contribution sur cette assertion. Mais Monsieur Kofi, je vous pose la question de Rokia 6, comment bien choisir son entourage intentionnellement? Comment intentionnellement bien choisir son entourage? Alors, Monsieur Youssou Niang, êtes-vous en ligne et souhaitez-vous partager la réponse que vous donniez par rapport à difficile dure un jour? Sinon, Oui, Monsieur bonsoir. Canetti, la parole à qui veut la prendre? Oui, allez-y. Monsieur Nous Youssou vous avons Niang, reçu un instant. Alors, pendant donc que nous essayions de voir si nous avions un état d'esprit statique ou dynamique ou croissant, Monsieur Canetti Marcelin était à droite, Monsieur Ibrahim Yahya également était à droite. je, Nous en je peux sommes départager mon heureux. écran maintenant, Francis. Je peux arrêter le Oui, partage. oui, oui, bien sûr, vous Impossible, pouvez. impossible si on mettra plus de temps. Ça veut dire, il nous faudrait peut-être plus de 24 heures, disons une semaine pour résoudre quelque chose.
qu'on suppose impossible. Juste pour dire que rien n'est impossible, il faut juste se donner le temps, l'énergie et les moyens de résoudre le problème. Voilà, ça c'était Merci juste une petite beaucoup. contribution par rapport au point. Merci infiniment, Monsieur Youssou Niang. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces échanges. Votre point de vue nous enrichit. Monsieur Canetti, Marc, Marcelin. Alors, Ah, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, pour la réflexion que j'ai eue par rapport à impossible, euh, difficile prend un jour et impossible prend une semaine, c'est un peu dans la même ligne que Monsieur Niang. C'est-à-dire que si l'on dure trop, si l'on échoue, on dure trop dans l'échec, quelque part, ça joue dans notre conscience, dans nos convictions. Et on a tendance à flancher, à penser que la chose est impossible. Alors que si l'on connaît le succès très vite, c'est-à-dire si la difficulté, on a pu la surmonter, par exemple en 24 heures, le fait de l'avoir surmonté très tôt fera qu'on gardera plus juste l'aspect difficile et bon, qu'on ne se dira pas que ça a été impossible vu qu'on a surmonté la difficulté. Donc, c'était plus le facteur temps dans la difficulté, voilà, qui a attiré mon attention, tout en sachant que, quel que soit alpha, quel que soit le temps que ça prend, si l'on est patient, on finira toujours par surmonter les difficultés de la vie. Voilà, merci. Merci à vous. c'est nous qui vous remercions, Monsieur Candetti. Merci infiniment pour votre contribution et pour l'intérêt que vous portez à cette formation, ces masterclass. La liste de présence, s'il vous plaît. Ceci est le dernier appel, sachant que dans quelques minutes, nous allons clôturer la session de ce jour. Monsieur Kofi, comment Oui. intentionnellement bien choisir son entourage? Question de OK. Rokia 6. Merci, Francis. Mais je pense que la réponse pour moi est simple. En fait, si vous avez effectivement fait ce travail d'évaluation de votre état d'esprit, si vous avez fait ce travail pour vous positionner vous-même, avec donc des objectifs clairs dans la vie, nous avons parcouru un certain nombre d'éléments, la profession, la carrière, la socialisation, etc. Vous finissez par avoir des valeurs auxquelles vous tenez. Et à partir de ces valeurs-là, vous pouvez avoir des éléments d'appréciation de ceux qui vous entourent et donc décider de ceux avec qui vous pouvez avoir un bienfait ou des bienfaits si vous cheminez avec eux, mais également euh, identifier aussi ceux avec qui vous avez très peu de chances d'atteindre ce bienfait-là. Donc, c'est dans les petites choses, hein. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Si chaque fois que vous sortez du bureau à 17h30, 18h, vous devez passer au bar, passer 2 heures de temps à boire de la bière et à rigoler avec vos camarades, vos anciens amis de lycée et autres, ben, à un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce que c'est le genre d'entourage que j'ai envie d'avoir? Est-ce que c'est le genre de milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer? Peut-être qu'à côté, tu as un camarade qui, lui, t'informe que mais, quand moi je quitte à 17h, je vais faire mon master en cours du soir dans telle université privée, BTS ou autre. Bon, mais voilà, ça doit pouvoir vous orienter sur les meilleurs choix possibles. Je pense, c'est ce que je peux donner comme piste, mais c'est vrai que c'est très vaste. Les raisons qui vont vous pousser à rester avec quelqu'un, à garder quelqu'un comme faisant partie de votre petit cercle d'amis, euh, vous pouvez choisir ces critères-là. C'est ce que je répondrai. Merci, Monsieur Kofi. Monsieur Mamadou Babouaro, votre micro est activé. Est-ce que vous auriez une dernière question à poser ou
C'est un paramétrage qu'il faut ajuster. Allô, bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, Allô? allez-y. Oui, allô? oui, on Mais vous les reçoit. objectifs. Alors, c'est Dr Boiro, cabinet médical à Kolda, Jamtan, sous le couvert de le secrétaire général Ousmane et Omar Sy au Sénégal. J'ai l'habitude de dire à mon entourage, si vous voulez faire tomber un caïcédra, vous pouvez le faire tout seul, sans se faire aider par quelqu'un. Ça veut dire, effectivement, c'est l'explication difficile, ce que vous donnez comme exemple ici. Difficile, c'est un jour, impossible, c'est une semaine. Il faut toujours être dans l'état d'esprit de pouvoir faire tomber un caïcédra, même si ce n'est pas à ses propres forces. Lorsque quelqu'un viendra te trouver en train de pousser le tronc du caïcédra un jour, Dieu va t'aider ou quelqu'un va te donner une force pour que tu fasses tomber le caïcédra. C'est ce que cela veut dire comme explication que j'ai compris quand on dit que la difficulté c'est un jour, impossible c'est une semaine. Je pense qu'être en état d'esprit, c'est effectivement avoir un objectif pour arriver à un succès et on ne pourra pas du tout être déçu lorsqu'on a un échec, on ne peut jamais échouer. Parce qu'un échec, c'est un apprentissage. Merci beaucoup pour la contribution. Merci à vous. Merci, monsieur Mamadou, infiniment merci à vous. Merci donc également à toutes et à tous pour votre temps, pour votre intérêt. Monsieur Kofi, si peut-être nous avons un mot de la fin pour clôturer cette session. OK, j'avais vu des gens qui ont activé leur vidéo et je ne sais pas s'ils avaient quelque chose à dire. Il y a Dr Bandé, Dr et Monsieur Oumarsi, je ne sais pas si c'était pour dire un mot. Voilà, merci Kofi, merci Francis, vraiment encore magnifier ces sessions qui vraiment nous apportent beaucoup de compétences par rapport à tout ce qui s'est dit. Et vraiment tous les exemples, les exercices que vous avez donnés vraiment nous ont permis de nous mettre en relation avec nous-mêmes, avec les autres et vraiment de nous mesurer ce qu'on n'a jamais fait du reste. Et ça nous permet peut-être d'aller de l'avant. Et Inch'Allah, je crois que si nous suivons tous les modules, et à la fin, on pourra quand même être vraiment résilient et pouvoir dépasser le stade où nous sommes actuellement. Merci encore, Kofi, et que le bon Dieu vous garde. Et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, frère Oumarsi. Dr Bonsoir, Bandé. bonsoir à tous. Je m'excuse parce que je n'ai pas pu me connecter tôt. Dans ma zone, on avait une coupure d'électricité. Donc, pour se connecter, c'était très difficile. Donc, j'ai pris l'exposé en cours. Donc, je n'ai pas de questions particulières à poser. C'était juste pour dire ça. Merci beaucoup. OK. Il n'y a aucun souci. Il y aura la vidéo qui sera postée sur le site de la FOAPS, dans le JLN, je pense, hein, ou dans la Web TV. Francis nous dira plus tard. Voilà. Je vois d'autres personnes qui ont activé leur vidéo. Est-ce que c'est pour intervenir? Madame Rokia et Patrice Chankoiga. Nous sommes normalement arrivés à la fin de la séance. Donc, soyez brefs. Non, moi, je ne souhaite pas intervenir. Merci beaucoup pour la réponse. OK. Merci, Madame Rokia. Non, c'était une erreur aussi au niveau de Tiankwega. OK. OK. En tout cas, merci pour le temps que vous avez pris à venir sur cette séance avec nous. Comme nous l'avions dit, aujourd'hui, nous avons essayé vraiment de planter le décor, de créer le contexte favorable pour que chacun de nous puisse tirer le meilleur profit de l'expérience que nous voulons vivre, à laquelle nous vous invitons pendant les 3 prochains mois. Et donc, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est tout le meilleur. Nous allons partager incessamment les PowerPoint que nous avons déjà utilisés et vous aurez aussi le lien pour aller à la vidéo. Comme on l'avait annoncé, prenez le temps de réécouter peut-être certaines de ces vidéos et cela ne va faire que renforcer votre compréhension des sujets que nous discutons. Donc, en tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Bonne soirée.
Merci tout le monde. Et bonne soirée à tout le monde. Merci et à la prochaine.